Je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette deuxième journée des sessions de travail dans la ville de Saint-Dié. Alors cet après-midi, nous aurons pour thématique le processus de patrimonialisation et des exemples de valorisation. Voilà, donc je vais tout d'abord très brièvement, avant de passer la parole à Joseph Abraham, me présenter, puisque c'est moi qui animerai cet après-midi d'échange. Donc je suis monsieur Christophe Charlery, je suis architecte des bâtiments de France pour les Vosges, et j'ai le plaisir d'accompagner, entre autres de mes missions, le travail qu'effectue la ville de Saint-Dié, aussi bien dans ce processus de reconnaissance et de patrimonialisation de son patrimoine, reconstruction, mais pas que, puisque l'identité patrimoniale de la ville est très riche. Mais c'est vrai que c'est une ville qui a été très marquée par le patrimoine de la reconstruction, comme vous l'avez déjà vu hier. Voilà, donc moi je suis architecte des bâtiments de France depuis 2010. J'ai exercé différents postes dans l'Est de la France. Voilà, je suis un inconditionnel de cette grande région. Et je suis en poste dans les Vosges depuis une grosse année. Voilà, donc je vais vous présenter le premier intervenant, donc monsieur Joseph Abraham, qui est architecte, historien et critique. Je vais faire une très brève présentation. Donc professeur émérite à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, chercheur au laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine. Monsieur Abraham travaille plus particulièrement sur la question du rationalisme dans l'architecture, entre autres, sur le renouvellement des pratiques de l'architecture après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur les nouveaux systèmes constructifs qui apparaissent à partir des années 1970. Bien évidemment, il est l'auteur de nombreuses publications. On pourrait citer L'architecture moderne en France, publiée en 1999, mais la liste bibliographique est fort longue. De nombreux articles et aussi de nombreuses expositions. Il va aujourd'hui nous présenter un sujet qui va concerner Le Havre et il va revenir sur l'histoire du processus de patrimonialisation de la ville. Je vous remercie pour cette présentation et pour cette invitation. Je vais parler du processus qui a permis au Havre d'être classé au patrimoine mondial. C'est un processus assez long et qui, à mon avis, est exemplaire peut-être de ce qui s'est passé autour de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut bien sûr parler des quelques spécificités du Havre pour comprendre ensuite comment s'est posée la question de sa reconnaissance. Donc je commence par 4 images qui, à mon avis, résument l'histoire de la reconstruction havraise, mais aussi qui donnent assez simplement, je crois, le rapport que nous avons établi avec les critères du patrimoine mondial. La première image que vous voyez ici, je vais essayer de les montrer, voilà, nous montre la ville en 1939. À cette époque, donc, le Havre avait 160 000 habitants, l'agglomération 190 000, et c'était une ville qui avait été fondée du temps de François Ier et qui avait une très forte réputation pour son dynamisme. C'est une ville qui était à la fois industrielle, mais qui était aussi une ville de culture. Le Havre a été dénigré pour son patrimoine bâti, puisqu'il y a eu pendant des années des enquêtes sur l'état du logement, et les reconstructeurs, évidemment, se sont appuyés sur le mauvais état du patrimoine bâti du Havre pour expliquer à quel type de modernisation donc, il fallait passer en 1945. Mais Le Havre était une très belle ville, très contrastée. Par exemple, dans les quartiers les plus anciens, ceux qui étaient en bordure du port, ceux qui dataient de l'époque de la fondation, vous aviez des densités de population qui atteignaient 2600 personnes à l'hectare, ce qui est considérable. Il faut savoir que les reconstructeurs s'étaient fixés pour objectif de desserrer le tissu havrais et de passer à 750 logements à l'hectare. Je vous montre ici l'état de la ville en 1944. On parle à juste titre de table rase. Vous savez que Le Havre
a été détruit dans des circonstances qui sont restées assez obscures jusqu'aux années 80-90, et c'est en fait dans l'histoire générale de la Deuxième Guerre mondiale qu'ont été découvertes les raisons qui ont poussé les Alliés à détruire cette ville. Le Havre faisait partie évidemment du mur de l'Atlantique. C'était une forteresse à ce point imprenable que les Alliés, qui débarquent à 57 km, passent tout droit à côté du Havre et en aucun cas ne cherchent à libérer la ville. Il va falloir attendre 3 mois, en septembre 1944, pour qu'on décide de libérer cette forteresse allemande qui était le Havre. Et il y avait là un commandant qui résistait à tout prix. Et les raisons qui avaient poussé les Alliés à libérer cette ville, c'est que les troupes alliées étaient déjà aux frontières du Reich et à 500 km. Et il fallait absolument assurer la logistique, procurer voilà, le pétrole, enfin voilà tout ce qui permettait aux Alliés de poursuivre leur offensive vers l'Allemagne. Il fallait libérer le Havre. Pour des raisons extrêmement complexes, il y a eu un bombardement dramatique qui a duré quelques heures et disons 3500 personnes, des civils, sont mortes à cette occasion-là. Et le Havre est devenu donc cette table rase en quelques heures. Et alors que Paris était libéré, alors que la France était en grande partie libérée, il y a eu pendant des années une sorte de culpabilité cachée, à la fois des Alliés. On parlait très très peu de cette destruction. Et je dois dire, quand on a travaillé sur le dossier de demande d'inscription du Havre sur la liste du patrimoine mondial, certaines personnes parlaient d'un crime contre l'humanité, ce qui est une absurdité, mais il y a eu quand même un traumatisme très très fort. Ce que vous voyez ici, c'est la ville en 1949. Elle est très peu reconstruite, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que l'équipe Perret avait déployé des moyens tout à fait inhabituels qui permettaient de rationaliser la construction. Il y a eu des études pour la préfabrication des logements, des études préalables, qui ont fait que le processus a été assez long à se mettre en place, contrairement à des villes comme Caen, qui étaient en partie reconstruites lorsque le Havre, en 1949, est encore dans cet état. Sur cette photographie, on voit une opération qui est une sorte d'opération témoin, l'opération des Isaïes de la place de l'Hôtel de Ville, où vous voyez, je le montrerai tout à l'heure, des tours d'une dizaine d'étages qui sont implantés dans des îlots ouverts d'un genre tout à fait nouveau. La reconstruction du Havre va ensuite être menée à très grande vitesse et la ville finalement rattrapera le retard qu'elle avait prise sur les autres reconstructions. Je vous montre maintenant la ville entièrement reconstruite. Nous sommes ici en 1969, donc la reconstruction, on pourrait dire, est complètement achevée. Et si vous comparez le tissu havrais en 1939 à ce tissu extrêmement ouvert, vous vous rendez compte qu'il y a eu une véritable métamorphose de la ville du Havre. Le territoire, bien sûr, est le même, mais nous avons affaire à une ville moderne qui, malheureusement, pour les historiens de l'architecture, passe pour une sorte de rêve nostalgique. On parle d'une ville qui serait une ville du XVIIIe siècle, qui n'aurait pas connu la modernité. Les premières lectures qui ont été données du Havre se sont arrêtées à une sorte de vision classique du travail de Perret, sans regarder véritablement la modernité des îlots, du tissu urbain qui avait été créé. C'est sur cette base-là que nous avons essayé de construire le dossier UNESCO du Havre. D'une part, en nous appuyant sur l'ampleur des destructions, le Havre comme une ville représentative des destructions de la Deuxième Guerre mondiale, du malheur qu'avaient représenté ces destructions, mais aussi de la modernisation des villes européennes après 1945. Donc c'était, on pourrait dire, c'est le critère numéro 4, hein, c'est le Havre en tant que témoin historique qui a été, je dirais, la première étape de la construction du dossier. Alors le Havre, vous voyez, était une ville, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement dense. On peut le voir donc dans ces images, mais c'était une ville extrêmement vivante et qui avait aussi, qui était très bien vécue par sa population. Alors je vous montre quelques espaces ici, donc ce qu'on appelait le Grand Quai du Havre, hein, le quai de Southampton, hein, d'où partaient donc les bateaux en direction de l'Angleterre. Ici,
la bourse de commerce, le musée des Beaux-Arts, le Normandie, hein, dans le port du Havre. L'atelier Perret a été formé avant même les destructions de la ville. On parle déjà dès 1943, certains élèves de Perret ont l'idée de proposer un atelier de reconstruction unitaire pour proposer une modernisation harmonieuse. Donc Perret a été un grand professeur, il a eu 3 ateliers, et l'atelier de reconstruction du Havre, c'est une initiative de ses étudiants. Perret a déjà 70 ans lorsqu'on parle d'un atelier de reconstruction, et ce sont ses élèves qui vont discuter avec le ministère de la Reconstruction et qui vont obtenir la commande de cette ville donc, détruite en septembre 1944. On trouve dans les archives Perret les photos de la destruction qui vont servir véritablement de point de départ. Ce sont sur ces photos de la table rase que l'atelier Perret va commencer à dessiner les plans de la ville future. Pendant l'été 1945, il y a une sorte de concours interne à l'atelier de reconstruction. Il envoie une dizaine de solutions qui nous montrent ce qu'aurait pu être la ville du Havre. Il faut savoir que les 150 hectares détruits sont considérés comme un terrain sur lequel les droits de la reconstruction sont fluides. Grâce au remembrement urbain, dont un des spécialistes est Jacques Tournant, un élève de Perret, on peut véritablement proposer une grille complètement nouvelle pour reconstruire cette ville. Je vous montre ici plusieurs esquisses, celle de Jacques Gilbert. Jacques Gilbert, en fait, reprend la morphologie traditionnelle de la... Excusez-moi, je crois que je presse trop fort sur le... Il reprend en fait la structure des quartiers du Havre de 1939 et propose une lecture, disons, de la reconstruction à travers un certain nombre de tours cruciformes qui sont dans l'axe des bassins. Vous voyez ici le projet, un projet de Lambert et Le Donné. Et je vous montre ici un projet de José Humbert qui montre qu'on aurait très bien pu adopter un plan complètement différent. Le plan de 1944, que vous voyez ici, est un plan signé Auguste Perret, qui résout un certain nombre de problèmes de la ville ancienne. Pardon. On voit apparaître, les îlots que nous voyons ici sont des îlots qui sont simplement indiqués de façon schématique, mais dont on attend qu'ils prennent corps à travers les nouvelles typologies que sont les tours et les bars pour former ces îlots ouverts. Un des actes fondamentaux de la reconstruction, c'est l'alignement du quartier du Perret sur le boulevard François Ier, qui va donner au Havre la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui. La ville est une ville qui est entièrement coupée de son port et de la mer. Dans le plan d'Auguste Perret, la plupart des rues débouchent en fait sur le paysage de l'océan, avec un système extrêmement astucieux ici de place en quinconce qui permet de retracer, de reprendre l'ancien tracé du boulevard François Ier, tout en ayant une seule trame, principale d'îlot, une trame quadrangulaire. Les élus, la population ont souhaité, pour des raisons de mémoire, aligner les bâtiments du quartier du Perret sur le boulevard François Ier, ce qui veut dire qu'on a inventé une trame qui n'était pas souhaitée par les reconstructeurs, une trame à 60 degrés, qui va être aussi celle ici du front de mer Sud. Et c'est cette trame qui donne cette impression, cette seconde trame, qu'on a une fortification de la ville, une ville qui est entièrement bloquée par rapport au paysage havrais, ce qui est l'opposé, disons, de ce que voulait Auguste Perret. Mais c'est aussi un argument que nous avons choisi, disons, pour le dossier UNESCO. La reconstruction n'est pas considérée comme l'œuvre d'un architecte ou d'un groupe d'architectes qui se serait cristallisé sur un terrain disponible. C'est surtout un processus qui implique le remembrement, la copropriété, des outils d'urbanisme complètement nouveaux
et la population elle-même, pour le meilleur et pour le pire, fait partie du processus de la reconstruction. Donc ça a été aussi un élément clé de la valeur universelle exceptionnelle du Havre. Pour bien montrer les conséquences de cette décision démocratique qui a consisté donc à changer l'orientation du quartier du Perret, je vous montre ici une photo aérienne qui montre la violence en fait de ce choc des deux trams avec la constitution d'un très grand nombre d'espaces résiduels entre les deux. On a souvent dit qu'Auguste Perret préférait des espaces publics minéraux, mais lorsqu'on regarde le plan qu'il avait proposé, on se rend compte que dans la trame bâtie, il y avait une sorte de coulée verte avec la plantation de centaines et de centaines d'arbres. On aurait pu se promener dans le plan Perret de la place de l'Hôtel de Ville à la Porte Océane, traverser l'ensemble des 10 places en quinconce du boulevard François Ier, et tout ça dans une ambiance entièrement verte. Et la relation de la ville à son territoire est d'une très grande clarté. Nous avons des fronts bâtis qui sont en retrait par rapport à la côte et qui créent donc une forte impression de ville portuaire. Un autre échec de l'atelier de reconstruction, Le Havre aurait dû être une ville bâtie sur une dalle. On connaît tous cet exemple, ce modèle d'Eugène Hénard qui proposait que les villes du XXe siècle soient bâties sur des dalles de façon à pouvoir installer sous les dalles l'ensemble de ce que Perret appelait les tripes de la ville. Là encore, c'est un échec de la part de l'atelier Perret. La ville sera rebâtie sur un sol constitué de décombres, donc elle va augmenter d'environ 1 mètre. On va, utiliser les décombres comme une sorte de socle sur lesquels donc, seront bâtis les immeubles avec la trame Perret. Donc c'est une trame de 6,24 m par 6,24 m qui avait son sens, évidemment, à l'échelle de la ville, lorsqu'il fallait qu'elle s'aligne sur les éléments porteurs de la dalle, mais qui n'avait plus véritablement une nécessité dès lors qu'on ne construisait pas cette grande plateforme. Cette trame va persister et va permettre surtout à l'atelier Perret d'harmoniser la ville. C'est-à-dire que nous avons une trame qui est très large, qui aura énormément de qualité pour l'inscription des logements, puisqu'il faut pouvoir à la fois inscrire des bureaux, des commerces dans cette trame constructive. Et on compte évidemment sur cette trame pour réaliser la préfabrication à grande échelle et des économies d'échelle. Je vous montre ici l'opération des Isaïes, donc avec la création de l'îlot Havrais. L'îlot Havrais est un îlot ouvert qui permet en fait d'installer ces typologies nouvelles que sont les bars et les tours de manière presque similaire à un îlot traditionnel. Et c'est la relation au critère numéro 2 du patrimoine mondial. Vous savez qu'un bien peut être considéré de valeur universelle exceptionnelle s'il témoigne d'un échange intense de relations dans une situation géographique donnée ou dans un temps donné, le critère numéro 2. Or, il est absolument impossible de comprendre les îlots havrais sans ce que les SIAM, sans ce que les échanges entre les architectes et urbanistes européens de l'entre-deux-guerres ont posé comme principe pour l'habitat, hygiéniste moderne. Donc tout cela se retrouve au Havre. Jusque dans le dessin, jusque dans la représentation du plan Perret, qui ne définit les îlots de façon définitive que lorsque le contenu, lorsque la copropriété, lorsque le programme est entièrement défini. C'est un plan qui n'est pas du tout un plan traditionnel d'architecte, c'est un plan processus. C'était un argument très fort également dans la constitution du dossier. Donc je vous montre très rapidement d'autres singularités du Havre. C'est au Havre qu'ont été lancées les premières grandes séries. Par exemple, le front de mer Sud correspond aux premières séries industrielles. Pendant que se trame la politique des grands ensembles en France, certaines reconstructions ont été le témoignage de ces changements, disons, du processus de production du bâtiment et du logement. Parmi les très grandes difficultés que le Havre connaît aujourd'hui, il y a le dépérissement
du rapport du centre-ville au front de mer, qui vient tout simplement du type d'opération que l'on a lancé à ce moment-là, qui sont essentiellement résidentielles. Il y a une véritable coupure avec le centre-ville du Havre, et il y a déjà un phénomène de périphérie en plein centre-ville et en direction du port. Bon, tout cela, évidemment, on l'a analysé de façon assez précise. Je vous montre ici la maquette de Jacques Tournant, c'est-à-dire quand l'opération des Isaïes a été constituée, la maquette est apparue comme un outil opérationnel pour déterminer, je dirais, les relations entre les droits de propriété et la forme urbaine qu'allait prendre tel ou tel îlot, sachant que les reconstructeurs avaient inventé un processus qui permettait le transfert des droits de propriété des parcelles, qui étaient les parcelles, comment dire, où il y avait une surpopulation maximale avant-guerre, vers les parcelles les moins construites antérieurement. Donc il y a tout un processus incroyablement intelligent qui a fait partie évidemment aussi des éléments que nous avons mis en avant. Donc la maquette n'est pas une maquette traditionnelle, c'est une maquette processus également qui se construit de proche en proche jusqu'à gagner l'ensemble de la reconstruction. Voilà, je vous montre quelques images qui ont contribué à l'idée fausse que Le Havre était surtout une ville monumentale. Perret se serait emparé en fait des programmes de logement pour créer une sorte de ville presque hors d'échelle. Mais quand on regarde ce que sont devenus ces espaces, on se rend compte évidemment que l'avenue Foch n'est pas du tout ce que nous montrent les images qui ont circulé dans le monde entier. Au moment de la reconstruction, on parlait de la plus grande réussite de la reconstruction française. Et Pierre Dalloz, qui était un proche de Perret, mais qui était directeur de la construction, parlait d'une sorte de Versailles du logement. Un peu d'ailleurs comme Bofill le dira dans les années 80. Nous avons avancé un autre critère, mais qui n'a pas été retenu par l'ICOMOS international lors de l'évaluation, c'est que Le Havre pouvait prétendre aussi, comme école, terrain d'expérimentation de l'école du classicisme structurel de Perret, une école qui a une très forte présence dans l'histoire universelle du béton comme matériau moderne. Nous pensions que le critère 1, le fait qu'il y ait des chefs-d'œuvre au Havre, pouvait être mobilisé pour le classement UNESCO. Mais l'ICOMOS international, le ministère de la Culture d'abord, l'ICOMOS international ensuite, et l'UNESCO pour finir, ont supprimé, disons, ce critère, ce qui est, à mon avis, assez dommage, surtout si, comme nous l'espérions au début, nous misions sur une extension du classement du Havre vers les œuvres majeures, disons, de Perret, qui avait conduit, comme le Rincy, qui mériterait un jour sa place sur la liste du patrimoine mondial. Donc je vous montre ici juste quelques images. Saint-Joseph était méprisé il y a une trentaine d'années comme une œuvre académique, y compris dans le cercle étroit des élèves de Perret. C'est une œuvre majeure de Perret. Quand on regarde le dossier d'esquisse, elle résout des problèmes que Perret s'était posés antérieurement. Et évidemment, la cote de Saint-Joseph a considérablement augmenté depuis le classement du Havre. Vous avez ici, parmi les grands aboutissements de cette école Perret, l'hôtel de ville avec sa tour qui est dessiné par Jacques Tournant en collaboration avec Perret, et puis ce corps de bâtiment qui est une sorte de suite logique à ce que Perret considérait à l'âge de 67 ans comme l'aboutissement de son œuvre, qui était le Palais d'Iéna. Et puis il y a d'autres chefs-d'œuvre au Havre que nous avions mis en avant, comme le musée Maison de la Culture de l'Agneau Veille Dimitrievitch, qui était sur le modèle de la Maison du Peuple, marché couvert de Clichy. Il y avait une très grande proximité entre l'équipe Lagneau et Jean Prouvé, qui était considéré par eux comme un véritable dieu, et aussi Paul Nelson, dont ils avaient bien analysé la théorie de la flexibilité. Vous avez ici des très belles images de Cardo Joly qui sont actuellement donc, au Centre Pompidou à Paris. Les archives de ces photographes sont au Centre Pompidou. Quand on connaît l'histoire du musée du Havre, c'était aussi un élément fort de notre proposition. On sait que Monet a peint des tableaux fondamentaux au Havre, Georges Braque a vécu au Havre, mais aussi Dufy, Dubuffet. Il y a une école qui n'est pas simplement normande, mais qui est spécifiquement havraise. Boudin aussi a laissé
des œuvres vraiment magnifiques, et le musée est véritablement conçu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a autour du programme une contestation de ce que serait un musée monument, un musée comme l'aurait construit Perret. On veut un musée léger, un musée flexible, un musée qui soit un hommage à la lumière havraise. Nous en avons fait un élément clé aussi de la valorisation de ce bâtiment dispositif comme chef-d'œuvre. Et nous avons aussi installé comme un argument très fort, parce que nous espérions à l'époque, c'était donc en 95, le dossier du Havre a été construit sur la base d'une étude en 95, et ensuite il a été déposé 8 ans plus tard donc, au ministère de la Culture et ensuite à l'UNESCO. Nous avions étendu la reconstruction à un certain nombre d'œuvres qui la complètent. Et c'était un élément clé parce que nous espérions que si ce classement se concrétisait, qu'on allait libérer enfin le regard sur l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle. On espérait des effets, induits de ce classement. En valorisant, par exemple, la passerelle de Guillaume Gillet, le musée Maison de la Culture, la Maison de la Culture de Denis Meyer, que nous réussirions donc à changer le regard sur cette période. Nous avons eu un débat avec l'ICOMOS International sur le proliférant de Candilis. On parle beaucoup de Candilis quand il s'agit du Mirail, quand il s'agit de projets qui créent des problèmes. Mais quand un proliférant de 1200 logements est un succès, on n'en parle jamais. Qui savait avant ce classement UNESCO qu'il y avait là ce que nous considérions aussi comme un chef-d'œuvre directement dérivé de l'implication de Candilis dans le groupe Team 10, dont on connaît bien les relations justement avec les grandes idées qui avaient prévalu dans l'avant-guerre, donc il y avait un lien direct avec les problèmes que nous souhaitions traiter au Havre. C'est un proliférant qui a été discipliné. Il y a eu des discussions entre Candilis, l'ami qui était l'architecte d'opération, et l'atelier Perret, qui en quelque sorte disciplinait ce proliférant qui a pris une forme urbaine. Et évidemment, nous sommes appuyés sur, comme tout classement UNESCO, sur ce qui était protégé par la juridiction française. Et donc ici, en l'occurrence, c'était une ZPPAUP qui datait de 1995. Et la ZPPAUP avait bien pris soin, disons, de sortir du périmètre protégé le proliférant de Candilis. Eh bien, nous avons eu des échanges avec l'ICOMOS International et ils ont accepté que le proliférant fasse partie de la zone protégée et soit classé donc, au patrimoine mondial, ce qui est, je dirais, pour l'équipe qui a monté ce dossier, une véritable fierté. Voilà. Et je vous montre juste pour finir les grands débats qu'il y a aujourd'hui au Havre. J'ai la chance, disons, de pouvoir travailler un peu 10 ans après le classement. La ville m'a demandé des expertises sur un certain nombre de projets actuels. Et l'un des enjeux actuels, c'est la reconquête en fait, des fronts de mer. Perret n'a pas pu réaliser les fronts de mer. On pourrait dire qu'il y a deux grands maîtres d'ouvrage au Havre. Bon, il y a les copropriétés, bien sûr. Il y a la ville, évidemment, qui maîtrise les espaces publics. Mais une partie des espaces publics dépendent du port du Havre. Et il y a eu récemment donc un accord entre le port et la ville pour des actions communes. Et je dois dire que j'ai pu, à un moment donné, avoir sous les yeux différentes propositions d'aménagement des fronts de mer. Et par miracle, parmi les études, il y avait celle de l'équipe Desvignes. Michel Desvignes, c'est probablement un des plus grands paysagistes français. Il fait partie des 5-6 équipes connues dans le monde entier. Et il y avait cette idée de réaliser quelque chose qui nous éloignait évidemment de la tradition minérale des quais du Havre, tels qu'ils étaient donc, avant donc, la destruction de la ville. Proposer une grande pelouse, mais qui est un moyen tout à fait convenable pour permettre un tas de pratiques avec tout un aménagement, disons, des quais. Se pose la question, évidemment, pour les urbanistes, il y a toujours cette idée qu'on doit redensifier les villes, il y a toujours cette idée qui plane de redensifier le centre, mais toute la reconstruction
tend vers la dédensification, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec une très grande maîtrise des enjeux pour ne pas faire perdre les qualités qui font partie du classement UNESCO, à savoir les valeurs urbaines et les valeurs d'usage qui ont été offertes au Havrais, alors que le Havre était considéré par ses habitants comme un échec patent jusque dans les années 80. Une seule chose n'était jamais critiquée, c'était la qualité de l'habitat au Havre, la qualité des logements, la qualité de l'espace public. La ville était considérée comme triste, mais il y avait donc ce point fort qu'il ne faut surtout pas détruire avec des idées qui seraient importées, des modes des urbanistes voilà, qui interviennent sur les villes un peu de la même manière dans toute l'Europe. Donc il y a bien sûr l'idée d'amener les activités. Donc les meilleures références, évidemment, c'est une architecture légère, métallique, qu'on puisse à tout moment enlever. Donc il y a eu énormément de propositions sur la façon de redynamiser cela. Je vous montre pour finir. C'était une des expertises. J'avais pris d'ailleurs, là, vous voyez, quelque chose qui vous est cher ici, la Tour de la Liberté, voilà, comme une manière d'amener du sens dans une ville et pas forcément en connexion directe avec comment dire, le patrimoine en présence, si ce n'est le fait que, voilà, que Normier avait un lien avec la ville de Saint-Dié à travers sa relation avec le maire. Mais je vous montre aussi un grand débat qui a lieu aujourd'hui. Voilà. Dans ces expertises, à un moment donné, il était question de détruire cette architecture des années 80, ce que j'appelle cette architecture de bord de mer, qui a véritablement son sens aussi dans le langage de la ville et qu'on a proposé aussi de protéger. Nous avons la chance que les ZPPAUP se transforment en AVAP, donc ça a été un grand moment d'actualisation. Et puis aussi, vous savez que l'UNESCO a introduit la notion de valeur universelle exceptionnelle rétroactive, tout simplement parce que les dossiers ont une histoire. On n'a pas classé dans les années 80 comme on a classé dans les années 90 ou 2000. Et il y a une sorte de réévaluation générale. Et je dois dire que dans le plan de gestion qu'a proposé la ville, qu'on m'a demandé d'expertiser récemment, il y a une véritable reconquête de toutes ces valeurs complexes, puisque la pire des choses pour la reconstruction havraise serait de placer la ville actuelle dans un face-à-face morbide avec la période de sa comment dire, destruction-reconstruction. Ce serait absolument tragique de considérer ce patrimoine non pas au nom des critères qui ont amené au classement, c'est-à-dire un processus qui s'est complété ensuite. Donc il s'agit de bien regarder exactement ce qui a constitué l'argumentaire et de voir où sont les marges de manœuvre. Et donc ça donne aujourd'hui des possibilités intéressantes. Je voudrais juste citer un expert est toujours très intéressant lorsqu'il propose quelque chose et qu'il est suivi. Il devait y avoir, quand a été restauré pas très bien le bâtiment de Niemeyer, par des architectes qui ont installé, comme on le souhaitait, un programme qui soit une véritable locomotive, puisqu'on prétendait que les dalles étaient fatales à l'urbanité. Or, il suffit de mettre un programme qui attire des milliers de personnes régulièrement pour que le problème soit largement résolu. Et c'est ce qui s'est passé au Havre. On a un programme de médiathèque qui marche impeccablement bien. Mais les architectes restaurateurs n'ont pas été indulgents, n'ont pas aimé l'architecture de Niemeyer. Ils ont restauré le bâtiment correctement. Mais Niemeyer méritait beaucoup plus que cela. Et malgré tout, l'usage prédomine. C'est-à-dire que pour moi, c'est une réussite. Il faut reconnaître qu'on a résolu le problème de la position, disons, de Niemeyer dans le tissu havrais d'une façon magistrale. C'est correct, c'est même beau pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas finement Niemeyer, mais ça ne peut pas satisfaire véritablement des restaurateurs. Bon, toujours est-il qu'en mettant une bibliothèque là où il y avait une salle de spectacle, il a fallu en reconstruire une quelque part. Et la bonne idée des aménageurs, ça a été de dire on va faire cette salle là où l'usage en a besoin, c'est-à-dire sur le front de mer Sud. Puis à un moment donné, le concours allait être lancé, il y a eu un doute, et ils ont demandé une expertise. Donc il a fallu analyser quelle était la place du front de mer Sud dans le classement UNESCO, et puis évidemment son statut, qui est surtout un statut iconique en l'occurrence. Et à un moment donné, je dirais un mois avant le lancement du concours, la préconisation c'était de ne pas le faire. Et le maire, qui était Édouard Philippe à l'époque, a annulé tout. Et à mon avis, il a bien fait, parce que ça aurait été, même avec de très très bons architectes, la probabilité d'avoir un bon projet à cet endroit aurait posé un problème.
et à cette même occasion, ça a été le moment de lancer le projet de vigne, hein, qui est une véritable, comment dire, c'est une renaissance pour la ville du Havre. Le dernier point, c'est le fait que vous avez ici l'idée qu'on peut construire une tour au Havre. Et vous savez, les tours en général, l'UNESCO n'aime pas, hein. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec certains classements allemands. On peut parfaitement faire une tour. Mais cette tour, forcément, dès qu'elle entre dans le paysage havrais, elle a une signification par rapport à celle de l'hôtel de ville, par rapport à Saint-Joseph, par rapport aux tours d'habitation, il y en a quelques-unes, hein, à la Porte Océane. Donc c'est une tour qui doit avoir véritablement un sens. Ils ont pris 3 équipes. Le promoteur était un promoteur privé qui a, comment dire, négocié avec la ville. Il va construire une crèche, donc en compensation. Mais c'est du logement de qualité. C'est toujours intéressant d'amener du logement. Mais imaginez, alors ils ont invité Herzog et de Meuron, ils ont invité Rudi Ricciotti, et puis une équipe de jeunes architectes. Ils ont choisi la jeune équipe française. Et le problème, disons, on voit très bien comment il y a 2 trames. On a fait pivoter à la manière de l'atelier de Montrouge les logements, ça donne quelque chose qui peut être assez beau, mais qui n'a pas forcément de raison d'être ici. Et puis en plus, on ne donne rien aux visiteurs et aux habitants. Donc il y a vraiment un problème avec le programme. Le programme ne convient pas en ce lieu. Construire en ce lieu est tout à fait possible, mais probablement quelque chose qui ait plus de sens par rapport à l'histoire du Havre. Et moi, je termine juste sur cette image. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Dans les préconisations, on sait évidemment, si on va au musée, on sait si on ouvre un livre, que le Havre a été un haut lieu de la peinture, de l'histoire universelle, disons, de l'art du XXe siècle. Mais le fait de pouvoir faire entrer dans l'imaginaire collectif la présence des artistes qui ont fait la tradition havraise est absolument indispensable. Or, on imagine bien qu'il pourrait y avoir, comme il y en a à Chicago, à New York, Dubuffet a été quand même un des personnages les plus importants de l'art français, donc dans la deuxième partie du XXe siècle. Et on imagine que sa présence devrait être marquée de la même manière. À Saint-Dié, on a une sculpture de Georges Braque. Georges Braque a vécu au Havre assez longtemps. Il a peint des tableaux importants au Havre. Il y a encore l'immeuble qu'avait construit son père, qui n'a pas été détruit. Donc, comment faire pour recomposer sémantiquement la cohérence de cette ville? Comment faire que des valeurs compensent ce qu'a été la dynamique de cette ville jusqu'à sa destruction? Voilà les grandes questions qui sont posées. Et c'est vrai que figer le Havre dans sa reconstruction serait absolument dramatique. Donc, faire évoluer la ville sans contredire le classement UNESCO, et surtout en essayant de recomposer quelque chose qui ait une cohérence sur le plan sémantique. Donc voilà, il y a toutes ces idées sont actuellement en débat, et je dois dire que le tournant qu'a pris la ville du Havre, si évidemment la tour n'est pas réalisée dans l'état que l'on voit aujourd'hui, est plutôt encourageant. Il me semble qu'il y a une expérimentation sur le plan, disons, de la poursuite d'une reconstruction qui est assez intéressante. Merci, Monsieur Abraham.